Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Raphaël Mille, qui est le cofondateur avec Yann et Kevin de Bloon, que vous trouvez sur Bloon-Paris, Bloon comme Balloon, et vous allez comprendre pourquoi. C'est du mobilier élégant et fonctionnel qui stimule le corps et libère l'esprit pour combattre la sédentarité. Je l'ai bien dit. C'est exactement ça, Laurent. Enchanté. Salut Merci de Raphaël. me recevoir. On a fait connaissance sur LinkedIn où tu me parlais de Bloon. Tu me demandais si j'avais déjà essayé. Je te disais qu'on en avait plusieurs au bureau et je t'ai dit qu'ils étaient moches. Et tu m'as dit, nous on en fait des beaux. Et c'est vrai que c'est très très beau. Le produit, c'est comme une balle de gym, mais très poussé dans la conception, avec un tissu, un style agréable à regarder. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, le leitmotiv de Bloon, c'est d'allier le design avec l'ergonomie. Et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu vas trouver beaucoup de produits d'ergonomie, mais qui sont rarement jolis. T'es pas dans le good design, t'achètes une chaise ergonomique parce que t'as besoin d'une chaise ergonomique, mais elle te fait pas plaisir, tu la trouves pas jolie. Et à l'inverse, tu peux acheter du mobilier design parce que je le trouve très élégant, notamment du mobilier de bureau, mais qui est rarement très confortable ou très ergonomique. Et en fait, avec Bloon, on a voulu vraiment associer les deux. On s'est dit, ok, des gens qui ont des problèmes de dos, des gens qui sont trop sédentaires, est-ce qu'ils sont obligés de s'acheter du mobilier qui n'est pas élégant, alors qu'ils ont un goût prononcé pour le design, qu'ils ont investi dans leurs locaux, dans leurs bureaux, qu'ils ont un bel intérieur chez eux. Et donc avec Bloon, on arrive à faire rentrer le design dans l'ergonomie ou l'ergonomie dans le design. Tu nous raconteras la genèse, mais c'est une belle petite aventure que vous avez... Belle petite aventure, ça fait vraiment connard de dire ça, pardon. Non, mais c'est une vrai. belle aventure que vous avez commencée en 2018. Vous vous êtes lancé pour tester un peu le marché à la Foire de Paris, que vous avez testé. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est ça, en 2018, 2024, ouais, 6 ans plus tard, vous déjà. faites 4 millions d'euros de CA. Vous devriez, on enregistre mi-décembre, vous devriez terminer l'année à 4 millions d'euros de CA. A priori, tu sais quand même à peu près bien là où tu vas plus très très loin. avec une dizaine de collaborateurs. On va couvrir pas mal de sujets dans cet épisode. On va couvrir la genèse, évidemment. Moi, j'ai envie de savoir comment on vend du mobilier professionnel à des particuliers ou à des pros, justement. Donc comment est-ce que tu gères tes ventes et à qui tu t'adresses, à l'acheteur ou à l'entreprise qui équipe par exemple ses bureaux. On va parler du lancement US. Vous en avez fait un, vous allez en faire un autre et tu m'expliqueras pourquoi. On va parler d'un enjeu de croissance quand on est NE et NAIT, quand on est en monoproduit et qu'on a besoin de grandir. Exactement. Donc comment est-ce qu'on élargit, quels sont les leviers pour grandir, d'élargir sa gamme, de partir à l'international, tu me diras. Et un autre enjeu que j'ai envie de creuser avec toi, vous avez a priori des bons produits parce qu'il y a une longue durée de vie du produit en lui-même. Donc, peu ou moins de rebuy, comment est-ce que tu l'incites pour des collaborateurs, j'imagine, ou comment est-ce que du coup ça influe ta stratégie d'activation et d'acquisition, qui est plus une stratégie de conquête. Voilà, tu me parleras, ça nous fait un beau programme. Bienvenue. Pas mal de choses à dire. Merci. Tu es bordelais, je le dis pour les auditeurs, auditrices qui seraient dans le coin et qui pourraient avoir envie de te croiser. Ouais, tout à fait. Et tu arrives du coup de Bordeaux pour cet enregistrement. Il se passe quoi en 2018 ? Alors en 2018, l'histoire, c'est que moi je suis directeur commercial dans une start-up dans les ressources humaines et que j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de faire autre chose. Enfin, t'es à Paris, t'es là, il fait gris, tu te dis attends mais je vais pas être commercial toute ma vie, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de monter ma boîte et j'ai mon meilleur pote qui est expat dans un pays d'Afrique et qui rencontre un pote qui est ostéopathe. Il est dans un univers... Il est dans l'univers du meuble. Okay. Ouais. Il est dans l'univers du meuble, il est broker dans le meuble. Donc il a cette connaissance du meuble, des réseaux de distribution, mais plutôt du meuble low cost. C'est important parce que dans l'histoire, on s'est un peu chamaillé à un moment donné. Du meuble low cost. Et en fait, il va rencontrer un pote qui va devenir un pote à lui, qui est ostéopathe, et qui, dans le cadre de ses consultations d'ostéopathie, rencontre des personnes qui sont trop sédentaires, qui ont des problèmes de dos, qui viennent le voir régulièrement, jusqu'au jour où il y a un de ses patients qui lui dit ah, ok, t'es sympa, Kevin, tu me proposes des séances de rééducation, mais ça règle pas mon problème. Et Kevin lui dit, écoute, si tu veux venir me voir moins régulièrement, il faut absolument que tu changes ta position assise. T'es trop sédentaire. Le problème, c'est vraiment ta chaise. Tu vas te flinguer le dos. Il faut que tu t'assoies sur ces grosses balles de gym que tout le monde connaît, que t'achètes chez Decat, etc. Et qui ressemblent, enfin, comme les ballons de grossesse aussi. Ouais, c'est les ballons de grossesse. Ouais. Souvent, nous, on a été charriés là-dessus. Quand on faisait les foires, c'était ah ouais, vous vendez des ballons pour les femmes enceintes, et puis les gens rebondissent dessus, etc. Donc il y a un peu ce côté
dévalorisant du produit. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est le ballon de grossesse, c'est le ballon de gym. Le côté très fonctionnel du produit, en fait, dans sa manière la plus simple. C'est-à-dire qu'un ballon de gym, généralement, tu le vois dans une salle de sport ou tu le vois dans une salle de kiné. Et en fait, l'idée de Kevin, ça a été de proposer à son patient de pouvoir intégrer ce ballon de gym directement dans son univers professionnel pour remplacer et alterner avec sa chaise de bureau. Et son patient lui a dit « Ok, t'es sympa, mais ta balle de gym rose fluo là dans les bureaux, alors que je suis directeur chez Deloitte, ça va pas le faire. » Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier prototype, on va dire, et que Kevin a décidé de travailler avec un tapissier local pour créer une housse autour de cette balle de gym. Local au Gabon. Exactement. Ok. Il l'a testé. Il l'a testé, son patient était content. Et en fait, Yann m'a remonté l'info, il m'a dit « Écoute, j'ai un ami ostéo qui a une idée qui est plutôt cool, qui cherche à développer son produit, etc. Si ça te parle, je t'envoie un prototype, tu me dis ce que tu penses du produit et si ça t'intéresse de lancer le produit en France. » Alors, avant de passer à ça, pourquoi est-ce que c'est bien de s'asseoir sur un ballon ? Alors, pourquoi c'est bien ? C'est la vraie question. J'ai simplifié un en ballon. Fait, en fait, le vrai sujet, c'est surtout pourquoi c'est mal d'être trop sédentaire. Okay. Aujourd'hui, si tu veux, il faut quand même se dire, j'ai repris des études, c'est un truc de fou, c'est pas nous qui le disons. Selon l'OMS, la sédentarité, c'est le quatrième facteur de risque de décès, après l'hypertension artérielle, après le tabac, je sais plus quelle est la troisième, avant l'obésité. Et en fait, aujourd'hui, la sédentarité, ça va créer énormément de troubles physiques, divers et variés. Et il faut savoir quand même qu'il y a une bonne partie de personnes dans le monde, surtout dans le monde occidental, les personnes qui travaillent derrière un bureau, qui vont passer entre 7 et 9 heures, voire 10 heures assis par jour. C'est-à-dire que tu passes un tiers de ta vie assis. Et le fait d'être trop sédentaire, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Un tiers assis, un tiers couché. Un tiers assis, un tiers couché. Debout, quoi. Et un tiers peut-être à être entre assis et couché. Quoi. Ouais. Et en fait, le gros sujet, c'est comment est-ce que nous, on s'approprie cette mission de combattre la sédentarité, comment on peut le faire. Et c'est de se dire que sur ces moments d'assises prolongés, on va redonner de la mobilité aux personnes qui sont trop sédentaires. Et en fait, le siège ballon, ce qui se passe quand tu t'assois sur un siège ballon, c'est que tu es en micro-instabilité. Donc tu vas travailler ce qu'on appelle la proprioception, c'est des termes que tu peux entendre chez le kiné. Proprioception, c'est travailler ton équilibre, donc tes muscles posturaux, tes cuisses, tes abdominaux, les muscles profonds. La ceinture aussi, j'imagine. La ceinture du dos, la ceinture abdominale, qui vont te permettre de garder l'équilibre et donc de faire travailler en fait ta mobilité et ton équilibre. Et en plus de ça, sur un siège ballon, quand tu essaieras, et je pense que tu as déjà essayé, en fait tu peux vraiment avoir une mobilité du bassin que tu n'as pas du tout sur une chaise. Sur une chaise, tu as le bassin qui est en rétroversion vers l'arrière. Alors que sur un ballon, tu vas pouvoir bouger. Attends, mobile. Sur une chaise, tu as le bassin qui est en rétroversion. Vas-y, explique. En fait, tu verras quand tu es debout, tu as ton bassin qui est plutôt basculé vers l'avant, quand tu le tiens. Et quand tu t'assois sur une chaise, voilà, le côté dos rond, là tu viens de le faire, si les gens nous voient, tu as ce côté, voilà, tu es comme ça, tu fais ça. Et en fait, quand tu es comme ça, tu es bloqué et tu as le poids de ton corps, qui est énormément sur le bas de ton dos. En fait, tu peux presque lever les pieds. Enfin... C'est pas complètement, mais en fait, non, mais je vois ce que tu veux dire. T'as le poids qui est dans le dos. C'est la grand-mère qui te dit tiens-toi droit. Voilà, exactement. Mais en fait, on en revient de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, le siège ballon, ça sert à tenir droit. En fait, aujourd'hui, on en revient de ces études-là. Le but, tu vas pas rester droit pendant 7 heures, en fait. C'est complètement utopique de dire ça. En fait, ce qu'il faut, c'est retrouver du mouvement dans ton quotidien. Et le siège ballon va te permettre de bouger, de mobiliser ton bassin, d'avoir un bassin en rétroversion vers l'avant. C'est des milliers de petits mouvements que je fais sans m'en rendre compte chaque jour quand je suis assis, qui retonifient. Exactement. Et qui évite de te faire un lumbago quand tu ramasses un mouchoir par terre ou une pièce de monnaie parce que ça fait 10 ans que tu es assis sur une chaise 10 heures par jour et que tu bouges pas. Voilà. Ce qui nous est tous arrivé. Hein. Je crois qu'il y a 90 ou 92% des personnes qui ont plus de 30 ans ou 40 ans, je sais plus quelle est la stat, qui ont eu mal au dos ou qui souffrent de mal au dos de manière récurrente. Question pratique, une chaise à un bureau, très souvent, elle est réglable en hauteur. Et comment est-ce qu'on gère ça ? En fait, nous, avec le siège ballon, c'est un gros sujet, gros sujet. On est la seule marque qui propose 2 tailles. Et quand je parle de tailles vraiment adaptées pour les bureaux. Aujourd'hui, tu as des hauteurs de bureau qui sont standards, qui vont être entre 72 et 76 cm. Et donc, on a une taille régulière et une taille XL en fonction de la morphologie de l'utilisateur. Et pour combler le fait qu'on n'a pas tous le même poids, qu'on n'a pas tous la même taille, qu'on n'a pas tous le même setup, comme c'est de l'air, tu peux ajuster le gonflage de ton ballon dans une certaine mesure. Hein. Tu vas pas pouvoir gagner 20 cm comme une chaise. Mais déjà, en fait, le fait de le rendre plus ou moins ferme, tu vas être plus ou moins affaissé sur ton siège et tu vas pouvoir avoir le bon setup à ton bureau. Bien entendu, si tu fais, je suis désolé, mais si tu fais 1m40, 1m45, ça va être compliqué. Mais vous avez une version kids ?
Si tu on a une version kids, mais qui risque de pas être à la bonne hauteur d'un bureau pour adultes, etc. Et si tu fais 2 mètres, 2 mètres 10, pareil, tu vas être en galère. Mais voilà. Alors, je sais pas si j'ai pas regardé vos accessoires, mais c'est bien de l'accompagner aussi, j'imagine, un truc qui relève le. Bah, on l'a toujours pas fait ça, tu vois. Bon, on en parlera sur la diversification de produits. Ça marche. Bref, Kevin propose ça à son client, ça marche bien, il connaît l'autre associé et il t'appelle. Bah, nous, en fait, si tu veux, à l'époque, quand Yann me parle de ce projet de développer des sièges ballons habillés d'une housse textile pour pouvoir les vendre à des personnes qui cherchent plus de mobilité et qui souhaitent changer de leur chaise de bureau classique, faut croire au projet en 2018. Faut vraiment croire au projet, sincèrement. Et je sais pas pourquoi, des fois, c'est des signes, c'est des intuitions, c'est des énergies, tu vois. Et je me suis lancé corps et âme dans ce projet. J'ai bossé dans mon petit appart à Agnières-sur-Seine comme un malade. On a regardé... on s'est dit qu'on avait une idée qui était unique et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 marques déjà qui vendaient ce type de produit et à l'époque on n'avait pas du tout d'argent, on est en fonds propres depuis le début chez Bloom Paris et même 100-500 euros c'était déjà beaucoup et en fait on se faisait prêter les produits. Toujours en fonds propres? Ouais, on est toujours en fonds propres, on n'a pas fait de levée et en fait on se faisait prêter les produits des concurrents, notamment à des distributeurs, etc. On leur disait on a un projet d'aménagement, prêtez-nous le produit, on le fait tester et tout et on a tout décortiqué, tous les produits des concurrents. Et en fait, sur chaque produit, on s'est dit ça c'est cool, mais ça c'est pas bien. Ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Et en fait, on a construit comme ça notre cahier des charges. Ce qui est important, et tu m'as demandé quels sont les 3 éléments importants de Bloom Paris, c'est le fait que aucun d'entre nous vient du design produit, quoi. Tu vois, on n'a jamais designé un produit de notre vie. Moi, je venais du service. Mon associé connaissait un peu le meuble. Kevin, il est ostéo. On n'a jamais créé un produit de notre vie. Et finalement, from scratch, on va créer un produit unique. C'est pas un copycat d'un truc qu'on a copié, tu vois. On a vraiment créé un produit aujourd'hui qui est unique et qui ressemble à aucun autre. Et on l'a fait, en fait, on l'a fait avec bonne intelligence. C'est-à-dire, on s'est dit, si j'étais acheteur du produit, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais une base lestée, j'aimerais une poignée, j'aimerais pas avoir la fermeture éclair parce que c'est pas joli. Si je suis une entreprise, j'aimerais peut-être mettre le logo de ma boîte. Donc il faut que j'ai un patronage spécifique pour pas qu'il y ait les coutures au milieu du logo. J'aimerais que la forme elle soit minimaliste, j'aimerais qu'il y ait des couleurs. Et en fait, on est parti de ce cahier des charges comme voilà, client-centrique, vraiment, c'est mis à la place de l'utilisateur. Et on a construit ce cahier des charges et ensuite on a travaillé avec un designer qui a rendu le cahier des charges, qui a fait une esquisse en fait de ce que nous on avait écrit pour le rendre visuel et en faire un prototype. Alors ensuite, il faut trouver les producteurs, j'imagine, on va en parler dans un instant, mais avant ça, le nom, il vient quand ? Le nom, j'ai des cahiers entiers de noms où t'écris des trucs, etc. Alors le nom, je te dis, j'ai un de mes associés qui m'a dit, moi j'aimerais 2 lettres identiques collées. Voilà, chacun ses cahiers des charges. Et le nom, en fait, on voulait un nom qui n'existe pas. Parce qu'on s'est dit qu'on est en train de créer un produit qui n'existe pas en tant que tel, parce qu'il ressemble à aucun autre produit. Et en plus de ça, on est en train de se dire qu'on va dire à tout le monde d'arrêter de s'asseoir sur des chaises pour s'asseoir sur un siège ballon gonflable. Et c'est quand même assez lunaire comme idée au départ. Il va falloir éduquer le marché. Et donc en fait, Bloon, pourquoi ? Parce que c'est la contraction de balloon. Il y a le côté un peu moon, objet rond, objet lunaire, objet qui n'existe pas. Et on a trouvé que Bloon c'était cool, que c'était énergique, ça faisait un peu comme quelque chose qui rebondit, quelque chose de dynamique, et que ça collait bien au produit. Je pense qu'on a trouvé un nom qui est sympa. bloon-paris.fr. J'ai dit .com, je crois, dans l'introduction, mais c'est .fr. bloon-paris.fr. Il y avait de la concurrence. Il y avait déjà du monde, il y avait déjà des produits. Vous inventez vous faites évoluer, vous inventez un nouveau mode, mais il y a quand même déjà... Ouais. En fait, on a qui est toujours un gros concurrent, un concurrent allemand, qui a un nom qui n'est pas très esthétique en langue française, qui s'appelle Veluve, ou Vluve, qui a été créé en 2014, donc déjà 3 ans avant que nous on se lance. 3-4 ans avant qu'on se lance, qui faisait Maison Objet, qui est un gros salon dans le design à Paris, depuis déjà plusieurs années. Donc quand on est allé traîner sur les salons en mode veille, on a vu qu'ils étaient là. Et ensuite, t'avais deux autres marques. Mais donc, il y avait la concurrence. La concurrence, c'est une bonne chose ou pas ? Ah ouais, pour moi, la concurrence, c'est une bonne chose. Ce que je te disais, c'est-à-dire que au départ, quand mon associé me dit on va faire des sièges ballons, je me dis ok, pourquoi pas. Je me dis qu'on a une idée unique et que c'est top parce qu'on va être les seuls à le faire. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des concurrents. Et là, tu as 2 choix. Ou tu te démotives, ou tu te dis, bah non, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. S'il y a des mecs qui sont là depuis 3 ans, c'est qu'ils en vendent et qu'ils en vivent. Donc c'est qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, c'est qu'il y a une segmentation de marché. Et donc en gros, la question c'est, ok, j'ai 3 marques. J'ai une marque qui est très sportswear, qui est Technogym, que tu connais peut-être, qui sont des appareils assez haut de gamme qu'on voit dans les salles de gym des hôtels. Et j'ai une marque qui est très B2B, qui s'appelle Goteson et qui fait autre chose que du siège ballon. Et j'ai un pure player monoproduit comme nous qui s'appelle Vluve, mais qui vend des produits pas chers, qui fabrique en Chine. Donc elle est où notre place sur ce marché ? Et la question c'est de se dire, ok, d'abord on pense au produit et à l'utilisateur. Ensuite on regarde combien ça nous coûte de faire ce produit-là. Et on se positionne par rapport aux autres
avec une stratégie de pricing, une stratégie de positionnement par rapport aux concurrents et par rapport à notre coût de revient. Ok, intéressant. Vous avez le nom, vous avez le produit, vous avez le design, il faut le produire. Ouais, ça c'est une vraie petite histoire. Hein. Parce que l'histoire, et pour en revenir juste pour le clin d'œil dont je parlais au début, c'est que mon associé qui était dans le mass market du meuble m'a dit mais jamais on va vendre un produit à 179 €, personne ne va acheter un siège ballon 179 €, ce qu'il faut faire c'est un produit moins cher que Vluv en mass market. Et honnêtement je venais de quitter ma boîte en tant que salarié et je lui dis si je monte une boîte, je veux une boîte qui me plaise, je prends plaisir de vendre ce produit, j'ai pas envie de vendre une merde, mal fabriquée, simple, que je vais vendre en masse, je veux vendre un beau produit, les gens sont heureux de l'avoir chez eux, c'est un objet de design, et si on doit le vendre 180 €, on le vendra à 180 €. Donc là-dessus, j'ai pas lâché, je pense que j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est successful, je pense. Et donc la question, c'est où produire ce produit. Et on savait... Vous aviez du coup, tu avais déjà le target du prix à ce moment-là? Non, franchement, le target du non, prix... mais tu disais, on va pas le vendre 50, on va plutôt le vendre... Voilà, on sait que ça va coûter assez cher. Mais en fait, quand je te dis ça, c'est où est-ce qu'on le produit. Est-ce qu'on le produit en Pologne? Est-ce qu'on le produit en Chine? Est-ce qu'on le produit au Portugal ou en Espagne? C'était un petit peu les choix qu'on avait. La Chine, en fait, quand on s'est lancé, c'était compliqué parce que la Chine, il faut commander des grosses quantités. Donc on était obligé de choisir 3 couleurs. On était obligé de commander, je sais plus, c'est 1500 ou 2000 pièces par couleur. Nous, à l'époque, ça paraissait énorme. Le MOQ dont on parle souvent, le minimum order quantity. On s'est dit, mais ça ne nous correspond pas du tout. On ne sait pas du tout si le produit va plaire. On ne sait pas si on va changer un petit peu l'esthétique, etc. Et en fait, on s'est tourné vers le Portugal. J'ai pris un petit avion. Je me suis fait un petit road trip sur Google Maps. Je suis allé frapper aux usines qui fabriquent du canapé. Parce que tu as une zone à côté de Porto qui s'appelle Passos de Ferreira, où ils fabriquent du meuble et des canapés. J'ai tourné avec ma petite voiture pendant 2 jours. Je me faisais foutre à la porte de mecs qui me disaient mais non mais ton produit on s'en fout, on fait du canapé, ça nous intéresse pas. Et j'ai rencontré 2 mecs en train de parler devant une boutique. Je me suis dit allez je m'arrête. Ils me disent ouais, on connaît peut-être un mec, va voir cette usine là. Ils me rentrent l'adresse sur le Waze et là je rencontre Christian qui produit des balloons depuis le début, qui est franco-portugais. Et je le rencontre vers 17h. Je lui laisse un proto qui avait été fait par un cellier en France. Et il me dit repasse demain. Moi j'avais l'avion à midi. Il me dit repasse à 10h. On va essayer de te le refaire et je vais te dire à peu près combien ça peut te coûter. Je connais pas le mec. Hein. Je connais pas. Tu as des rencontres comme ça quand tu montes des boîtes qui sont exceptionnelles. Génial. Et je repasse le lendemain. Il m'avait fait un proto avec un tissu qu'il avait dans son atelier. Il m'a dit ça va te coûter tant. Et l'histoire a commencé comme ça. Et depuis, on est un de ses plus gros clients. Quoi. Ça, c'est sur la partie textile. Prod, ouais. Ok, et prod. Ouais, prod textile, la housse. Toute la confection de la housse. Et en fait, il y a 2 choses, on est d'accord. Hein. En fait, il y a 2 éléments. Il y a la housse et la chambre à air. Ouais, il y a presque le hardware, si on peut dire ça, la chambre à air, qu'on va considérer comme ça, qui est la matière, qui est une matière en PVC, aujourd'hui recyclée. Et aujourd'hui, tu as très peu d'usines. Tu as 2 usines en Europe qui fabriquent ce type de chambre à air. Une qui n'est pas du tout qualitative en Allemagne, une autre en Italie qui est très chère. Et donc, pour l'approvisionnement de ces chambres à air, on est obligé de se tourner vers la Chine, où en fait, on a des produits de qualité à moindre coût. Qu'on apporte en grande quantité. On essaye de faire le moins de voyages possible et de commander 1 voire 2 containers à chaque fois qu'on commande en Chine. Ok, intéressant. C'est évidemment bien d'essayer de faire du made in proximité, made in France, Europe, mais il y a des sujets sur lesquels tu peux malheureusement pas faire autrement. Ouais. Et ensuite, comme on en a déjà parlé souvent dans le podcast, alors je te disais quand on préparait l'entretien, et vous allez, chers auditrices, chers auditeurs, m'envoyer la ref si vous l'avez, mais quelqu'un me disait dans une discussion, j'ai pas retrouvé la source, hein, mais en gros que si la Chine, enfin la part de pollution générée par la production de l'Asie pour les pays occidentaux est plus importante en gros que si la Chine ne produisait pas, elle polluerait moins que nous les Européens. Donc en gros la pollution potentiellement vient de ce qu'on lui demande, c'est nous qui la générons quoi, indirectement. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas la source mais je serais curieux de la retrouver. Vous avez la prod, vous avez le nom, vous avez testé le produit, vous avez testé la concurrence. Il y a un marché et de la concurrence, et comme tu me l'as dit ici, la concurrence c'est qu'il y a un marché, puisqu'ils sont là depuis plusieurs années, c'est qu'a priori ils en vivent, et il reste plus qu'à se lancer. Et là vous vous lancez à la Foire de Paris en 2019. Ouais, comment vous arrivez là? Il y a eu une petite étape avant, une petite étape de crowdfunding. On a fait une petite étape de crowdfunding sur Ulule, où on s'est lancé parce qu'en fait il fallait financer le stock quand même. C'est assez rapide, on fait l'étape de crowdfunding, ça nous permet de pouvoir créer un peu de contenu. Alors c'est pareil à l'arrache, c'est un pote photographe qui vient de faire les photos, etc. Quand je vois ce qu'on claque aujourd'hui pour un shooting photo, alors qu'à l'époque c'était les potes qui venaient les faire. Et bref, parenthèse. Et on se lance sur Ulule, on fait une bonne petite campagne, on reçoit les produits. Je sais plus qui le disait dans un de tes podcasts, je crois 17h10, qui disait que les premiers tailleurs qu'elle a reçus, ils étaient pas bons, etc. Nous c'était exactement pareil. On a vendu je crois 400 pièces, on les reçoit.
on les gonfle chez mon associé dans le 8e, dans son appart. Et là, on se rend compte que les produits sont difformes. Ils sont pas bons du tout. Ils sont pas comme le proto qu'on nous a vendu. Donc, on s'est retrouvé à gonfler les 400 pièces une par une pour les trier. Celui-là, il est bien, celui-là, il est pas bien, celui-là, il est pas bien. Et donc là, l'avantage d'avoir fait ça au Portugal, c'est que nous, on a contacté Christian, fidèle et engagé, qui nous a dit moi, tout ce qui est pas bon, je le reprends. Il faut qu'on fasse un truc nickel. C'est le démarrage de votre boîte, il faut que ce soit nickel. Et là, tu vois, c'est bon choix, bon move, parce que si on avait fait ça avec la Chine, qu'on recevait ça, c'est fini. T'as payé d'avance, c'est terminé, tu te retrouves avec tes pièces, t'as cramé ta boîte, ça se trouve, Bloom n'existerait pas. Et puis t'as aussi, si jamais même tu devais recommander, t'as 3 mois. T'as 3 mois, c'est trop tard, ton produit il est déjà payé, t'as plus d'argent pour recommander, etc. Donc là, ça a été génial. Donc il a repris les pièces, on s'est relancé. Et en fait, on vivotait un petit peu, on commençait à essayer de vendre sur le digital, mais c'était pas évident de se lancer. Et on a fait la foire de Paris en mai 2019. Je sais pas comment on est arrivé là, on nous a conseillé de faire une foire, etc. Et nous, on a quand même un produit qui est dur à vendre sur le digital au départ. Les gens se disent, attends, ça sort sur un siège ballon, mais est-ce que c'est gonflable, est-ce que c'est pas gonflable, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que c'est confortable, est-ce que je vais pas tomber? Beaucoup d'interrogations, et je comprends les utilisateurs. Et la foire de Paris, c'est un test and learn à ciel ouvert. Il y a énormément de passages. T'as un trafic de fou en l'espace de 10 jours. Ouais. C'est vraiment un crash test de ton produit et du marché et de sa réception, quoi. Gros crash test. Je sais pas ce qui se passe. Il y a Stéphane Plaza pendant cette édition qui passe sur le stand, qui voit les boules avec son côté un petit peu uluberlu, qui shoot dedans, etc. Il filme, donc on fait un peu de pub par rapport à ça. Et en fait, on se retrouve avec énormément de passages. Et là, on a vu que le produit plaisait vraiment. Parce que tu te retrouves à côté, alors que c'est toujours drôle quand on arrive sur une foire. On arrive, on gonfle nos ballons au départ, et les gens à côté nous regardent, tu vois, les autres exposants, et tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font du siège ballon, etc. Et premier jour, deuxième jour, plein de monde sur le stand, plein de gens qui essayent. Le produit interpelle énormément, mais ça sert à quoi? Mais c'est joli, ah ouais, mais c'est gonflé, mais ça se gonfle comment, etc. Et en fait, on se retrouve à faire plus de 80 000 € en moins de 10 jours à la foire de Paris. Et là, on se dit, ok, il y a un gros potentiel. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais il faut vraiment y croire, encore plus que ce qu'on y croyait. Parce que tu disais petite aventure, et c'est pas complètement faux dans petite aventure. Nous, on s'est pas fait un BP, on s'est dit on va faire 10 millions dans 3 ans. On s'est fait un BP en disant on va kiffer, on va lancer un produit entre potes, on va faire le meilleur produit possible, on va essayer de démocratiser le marché parce qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, c'est-à-dire aux personnes qui ont des problèmes de dos parce qu'elles sont assises trop longtemps dans la journée. On va leur vendre un produit qui va leur faire du bien, mais on savait pas si ça allait cranter, si ça allait fonctionner. Et là, on se rend compte que vraiment, tu as des gens qui kiffent le produit tel qu'on l'a imaginé pour eux, qui trouvent que c'est beau, que ça leur fait du bien, et les premiers retours clients après l'achat qui te disent « Ah mais le Bloom c'est génial, j'ai plus mal au dos, j'ai moins mal au dos, j'utilise tous les jours, j'utilise quelques heures par jour », tu dis « Ok, tout ce qu'on voulait faire, on a vraiment le retour terrain ». Et là, ça donne de l'énergie pour te dire « Ok, il faut que je vois une étape, il faut que je vois plus grand, il faut que j'avance ». Excellent. Tu as des conseils à donner sur le bien réussir sa foire de Paris? C'est un métier, hein, en vrai. Comment on dit foiriste? Non, il y a un terme. Attends, je te l'ai dit tout à l'heure en plus. Ah putain, ouais. Pas foirineur, parce que c'est plutôt le mec qui fait de la fête, non. mais... Bon, bref, t'as des conseils pour bien réussir sa foire? En fait, moi, j'ai le père d'un pote j'en faisais un petit peu quand on était jeune, on faisait des meetings aériens, on vendait des goodies, des jouets sur les meetings aériens. Il me disait, il y a trois sujets, c'est l'emplacement. C'est un peu pareil dans le retail, on dit qu'il faut être bien positionné, ça c'est le premier sujet. Pas évident au début de savoir où est-ce que tu es bien positionné dans une foire. Et après, je pense que tu as le produit. Hein. Sincèrement, honnêtement, quand tu as un bon produit, tu as un bon produit. Et nous, en fait... Franchement, je pense que le produit y est pour beaucoup. Je dis pas le contraire, pardon. Pour ceux qui nous regardent, vous l'avez vu, mais pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez pas vu, mais j'ai hoché la tête de manière interrogative. C'était pas pour te contredire, c'est plus pour dire que... Est-ce que ça suffit vraiment? Enfin, tu vois... Non, je pense que ça suffit pas. Après, nous, on a la chance, sincèrement, je pense, j'étais pas client de foire, tu vois. Mais je pense que quand t'es dans une foire, c'est une journée qui est assez fatigante. Tu te lèves tôt le matin, tu bouges, il y a du monde, tu déambules beaucoup dans les halls, et tu arrives sur un stand, les stands de canapé un peu haut de gamme, un peu chic, où les gens ne te laissent pas t'asseoir, et là tu te retrouves, nous on est hyper ouverts, avec des sièges ballons, et en fait tu as le droit de t'asseoir. Mais vous étiez du coup dans la section mobilier, canapé, maison? On a fait plusieurs sections, là on était plutôt dans la section village des startups, donc tu as pas mal de... Donc le pavillon Lépine? On fait l'épine, ouais. Okay. Aujourd'hui, maintenant, on a 2 stands. Foire de Paris, c'est 2 stands. Ouais, c'est 2 stands. Mais donc, vous continuez? C'est plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. Et okay. On continue tous les ans. C'est un peu le pèlerinage. Et on fait mouiller le maillot de tout le monde dans l'équipe, que ce soit au market, que ce soit au SAV. Tout le monde passe par la vente pendant la Foire de Paris. Mais donc, c'est vous qui le faites? C'est nous qui gérons. Pas un standiste et tout. Ouais. Non, bah nous les stands, ouais, généralement maintenant c'est nous qui les montons. En plus, ouais, on fait presque tout. Ouais. On fait presque tout. C'est nous qui vendons. Effectivement, t'as pas mal de boîtes qui externalisent le côté vente avec des vrais vendeurs de foire. Mais en fait, c'est pas notre ADN. Tu vois, le vendeur de foire, un peu je force.
Je vends pour vendre. Je suis là juste pour. Je suis désolé, mais je les côtoie, les mecs, et tout le monde a besoin de manger. Mais je suis là pour ma com, je suis là pour vendre. Et finalement, le client, je vais pas le revoir et c'est pas très grave. Nous, c'est pas ce qu'on veut pour la marque. Et limite, on vend, c'est bien. On vend pas, on a fait découvrir le produit. Il y a des gens qui l'ont testé, qui nous ont vu sur internet, qui nous disent je suis content de vous voir parce que je peux l'essayer. Je savais pas si elle allait être la bonne hauteur. Je savais pas si quelle couleur j'allais apprécier. Et en fait, pour nous, c'est un touch point. On dit que généralement, il faut à peu près 7 touch points avec son client avant qu'il achète un produit. Ça fait partie d'un des touch points qu'on peut avoir avec nos clients. Mais donc, c'est devenu un rendez-vous régulier, annuel. Vous y allez, toute la boîte, 2 stands. Et combien ça coûte ? Ça nous coûte entre 30 et 40 000 euros quand même. Tout compris, hein. Les hôtels, la nourriture, les stands, tout compris. Mais pas les produits, budget, hein. Hors produit. Hors produit, ouais. Okay. Non, là, je te parle le coût fixe. Hors le fait qu'après, pour vendre 150 000 euros Pour vendre à peu près 150 000 euros hors taxe de produit. Hein. Hors taxe de produit, donc 180 000, ok. Ouais. C'est hyper intéressant. J'adore la foire de Paris, j'adore le pavillon d'Épines. C'est là que j'avais rencontré, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais Fairflex, qui est une marque de déco sympa, qui fait des papiers peints magnétiques, des tableaux magnétiques. Et on découvre, j'avais aussi vu Opi, je vais pas dire de bêtises, mais Opi, les jouets pour enfants. On a fait un petit jeu concours avec eux, parce qu'ils sont vraiment en face de nous au Lépine. Ouais, l'année dernière, ils sont encore en face de nous. Ouais. Opi, sympa, ils sont très sympas. Lancement à la foire. Allez, avance rapide, on est en 2024. J'ai envie de parler de produits, de production, on en a parlé, de distribution et d'international, entre autres. Mais d'abord, juste un cadre. Si tu fais du bien au corps, est-ce qu'il y a un cadre légal, médical, dans lequel tu t'inscris et qui permet d'aider à la vente, de se le faire prescrire, peut-être, j'en sais rien. C'est un gros sujet. Tu peux avoir des... Alors, je sais plus le terme exact. Je suis désolé, mais effectivement, tu as des produits qui sont certifiés dispositif médical. Je crois que c'est le mot, c'est le terme. C'est assez complexe comme truc. Il faut faire des études, il faut le faire. C'est réglementé sans vraiment l'être. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse une étude en te disant c'est le cas, mais tu n'as pas vraiment besoin de retour client, etc., de protocole. En fait, nous, on n'est pas dispositif médical. On essaye de faire attention aux mots qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas. Et quand on utilise des mots un peu plus forts, c'est sous couvert de l'utilisation de nos clients, en fait. Quand on a un client qui nous dit ça m'a soulagé le dos, j'ai moins mal au dos, j'ai plus de douleur, en fait on va utiliser le wording de nos clients, c'est leurs mots, hein, c'est pas les nôtres, qui vont parler du produit. Voilà. Aujourd'hui, on a eu un gros sujet quand on a lancé la marque, parce qu'on était à la frontière du design et de l'ergonomie. Et au départ, même sur une foire de Paris, tu vois, on sait pas si les gens achètent ton produit parce qu'il est beau, et qu'ils vont le mettre dans leur salon en repose-pied ou juste parce qu'ils trouvent ça sympa, comme un beau luminaire ou un beau tableau, ou s'ils vont vraiment l'utiliser pour la fonction pour laquelle on l'a créé, c'est-à-dire comme siège de bureau ou siège pour être plus mobile derrière leur bureau, derrière leur table à manger. Et en fait, le Covid nous a beaucoup aidés, parce que le Covid, pour nous, c'était un accélérateur énorme. Les gens sont chez eux, ils sont équipés, ils ont mal au dos, pour t'as de l'argent, t'es équipé pour télétravailler. On a fait x4 l'année du Covid, c'était vraiment notre lanceur. Et en fait, à ce moment-là, on a vraiment compris qu'il y avait... En fait, vendre du beau, c'est pas que c'est moins compliqué, mais le beau, ça se voit. Tu le vois. Un objet qui est beau, il est beau. T'as pas besoin de l'expliquer. Par contre, expliquer l'ergonomie, expliquer pourquoi ce produit-là, il te fait du bien, en fait, on a compris que c'est là qu'il fallait qu'on soit meilleur en termes d'argumentaire, en termes de témoignage. Et donc, on a vraiment pris le parti de pouvoir... expliquer pourquoi le siège ballon faisait du bien, pourquoi c'était bien d'utiliser un siège ballon en alternance avec une chaise. Et on a vraiment pris le parti pris de parler de prévention, potentiellement de soulagement, de douleur dorsale, de mobilité qui vont te permettre de pouvoir retrouver du tonus musculaire, et vraiment d'utiliser tout ce langage autour du bien-être et presque du médical, mais sans dire que c'est un médicament ou que c'est quelque chose qui va te soigner une maladie en particulier. Compris. Je l'ai dit en intro, quand on commence en monoproduit, t'as plusieurs levées de croissance, mais deux principaux, la gamme et la croissance des ventes, et surtout à l'international. Sur la gamme, je vois aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 modèles différents. Il y a une finition enfant aussi, enfin il y a un modèle enfant. Raconte-moi comment vous l'avez fait évoluer et comment elle va évoluer ensuite. En fait, c'est ça, on est monoproduit. Et en fait, en monoproduit, ce qu'on disait, on a un taux de rachat qui est assez faible. Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir acheter une paire de chaussures alors que la tienne, elle n'est pas usée ? C'est parce que tu trouves un nouveau modèle qui est plus sympa, la couleur est plus agréable, la matière est différente. Donc déjà, on s'est posé la question, donc il y a quelqu'un qui aura acheté un premier produit, pourquoi il sera amené à en racheter un deuxième ?
peut-être qu'il en a un chez lui et qu'il a une maison de campagne ou qu'il en a un au bureau et qu'il cherche pas exactement le même. Et pour succomber, il faut qu'on aille aussi sur cette logique d'appétence pour le produit, de nouveauté. Donc c'est pour ça qu'on a segmenté la gamme déjà par finition de tissu. Donc on a différentes finitions de tissu. On a essayé de travailler ces finitions, bien entendu, avec un positionnement prix, en fonction du coût de revient, mais aussi en fonction du persona à qui on pouvait le vendre, et en fonction de la mode. On a clairement un produit qui est le produit bouclette. Je sais pas si tu vois ce que c'est un peu... C'est un tissu bouclette, la bouclette blanche dans le mobilier, dans le design, on en a vu partout. On a le velours côtelé, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a lancé en collab avec Bobo Chic à l'époque, une belle marque aussi. Et le velours côtelé, on en voit partout, et aujourd'hui c'est aussi une de nos gammes best-seller. Et la suite, en fait, sur les gammes, ça va être de beaucoup plus travailler le persona. Aujourd'hui, on l'a fait un peu par intuition, et on aimerait le faire beaucoup plus par persona. Et notamment d'être plus influent auprès de ces personnages. Je m'explique, par exemple, on peut se dire qu'on pourrait cibler, par exemple, je sais pas, une cible un peu plus masculine, qui serait les biohackers. Je dis masculine parce que c'est quand même un peu plus masculin, qui serait peut-être sur des produits qui sont... C'est quoi un biohacker ? C'est les biohackers, c'est les mecs qui veulent pas vieillir, qui veulent vivre vieux, qui font des bains glacés, et qui font des runs, mais qui vont quand même se prendre des shoots de MDMA au Portugal parce que ça fait du bien et que ça ouvre l'esprit. Il y en a qui se reconnaîtront, mais voilà, c'est peut-être... Il y a bien entendu des femmes, quand je dis plus masculine, c'est pas à 100%. Tu peux voir aussi, on a une cible par exemple qui sont les femmes enceintes. Tu vois, mais sur le site internet, tu vends pas un biohacker comme tu vends une femme enceinte. Si tu montes des femmes enceintes, le mec va se dire c'est pas pour moi. Donc en fait, notre sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à segmenter nos gammes pour que ces segments en fait puissent trouver le produit qui leur convient, les arguments qui leur conviennent et se dire ok, le siège Ballon Bloom c'est pour moi. Parce qu'en fait, le siège Ballon Bloom c'est pour tout le monde aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu arrives à vendre un produit à tout le monde ? On dit souvent que c'est pas bon de vendre un produit à tout le monde. Et donc nous en fait, notre sujet c'est comment est-ce que j'arrive à avoir ce positionnement marketing assez global, tout en étant de plus en plus fin en termes de segmentation. Voilà. Et donc, la réponse, c'est en adaptant nos gammes et en réfléchissant nos gammes pour un positionnement, pour un segment de marché. Ok, compris. Et donc ça, c'est sur la gamme actuelle. Est-ce que vous imaginez ta mission à la base, tu me l'as dit, alors je ne sais pas si je l'ai répété, mais combattre la sédentarité avec du mobilier élégant et fonctionnel. Donc c'est assez large. Ouais, c'est large. Et en fait, si tu veux, nous, on s'est beaucoup demandé... qui stimule le corps et l'esprit. Donc la MDMA, ça en fait pas. On va pas vendre de MDMA, je te rassure tout de suite. Mais on s'est vraiment posé la question, c'est quoi l'ADN de Bloom ? Est-ce que c'est l'assise ? Est-ce que c'est le gonflable ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'on fait du gonflable ? Est-ce qu'on fait de l'assise ? Et en fait, on s'est dit qu'on était plutôt une marque qui devait accompagner le bien-être des desk workers, donc des personnes qui sont sédentaires à un bureau, et réorganiser leur espace de travail pour qu'ils se sentent plus actifs, plus dynamiques, mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. Et donc ça passe par l'assise, ça peut passer par le setup de ton bureau, t'en parlais tout à l'heure, ça peut passer par un ressort d'ordinateur, ça peut passer par une chaise, ça peut passer par un bureau, ça peut passer par du luminaire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer notre prochain produit. Je t'avoue que pour l'instant, on est monoproduit. Et donc c'est le gros sujet. Normalement, il y a un deuxième produit qui doit être lancé Q2. Ok, donc dans quelques mois, et tu ne nous dis pas ce que c'est ? Si, je peux te dire ce que c'est, ça va toujours être de l'assise, ça va être une galette de chaise. C'est-à-dire qu'une galette gonflable, toujours aussi élégante, qui va te permettre si t'es pas prêt à passer au Bloom, parce que tu trouves que c'est trop trustant de passer de ta chaise à un ballon gonflable, tu vas pouvoir t'acheter la galette que tu poses sur ta chaise et qui va te permettre de retrouver de la mobilité au niveau du bassin, avec ce côté en fait gonflable que tu vas pouvoir poser sur ta chaise. Ok, hyper intéressant. Je te demande comment vous élargissez la gamme, mais en vrai, il y a aussi une question, ça se challenge cette question. Tu vois, vous n'avez pas fait le tour du monde encore. On est 8 milliards, on doit être, je sais pas, 1 milliard à bosser sur des bureaux. Ouais. Je peux dire de bêtises, je sais pas, 500 millions. Il y a de la place encore, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que l'effort que tu mets dans l'élargissement de ta gamme est plus important que l'effort que tu mettrais à vendre le double de ballons ? Je les appelle les ballons. Comment ils s'appellent d'ailleurs ? Des Bloons. Des Bloons. Tu vois, est-ce que vous vous posez cette question ? Est-ce que vous avez pesé le... On s'est énormément posé cette question et il y a pas mal de personnes qui nous ont conseillé sur ces sujets-là. Je me suis fait un peu coacher, des mentors, tu vois, dans le parcours d'un entrepreneur, à des moments où tu doutes et tu as besoin d'avoir un peu d'aide extérieure. Et souvent, on m'a dit, développe pas de produit. Tu as la chance d'avoir un produit best-seller. C'est très rare d'avoir des produits qui se vendent en si grande quantité alors que c'est du monoproduit. S'ils se vendent en France, si tu l'adaptes et si tu fais bien ton market, il n'y a pas de raison qu'ils ne se vendent pas en Allemagne, au UK, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, dans les pays nordiques qui ont cette culture du design, etc.
Et ta question est la bonne, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire les deux. Heureusement que je suis là alors. On essaye à la fois de développer des nouveaux produits et à la fois de développer l'international. Et en fait, le fait qu'on soit en fonds propres et qu'on soit quand même une équipe réduite, en fait, on sent qu'on n'avance pas assez vite, ni sur un sujet, ni sur l'autre. Voilà. Et qu'on a... Voilà, il faut aussi savoir regarder dans le rétroviseur. Et je pense qu'à un moment donné, on aurait peut-être dû prendre un parti un peu plus fort, investir un peu plus fortement dans l'un ou l'autre, développer le produit ou développer les marchés. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a sur la France, on se rend compte qu'on va être en capacité, j'espère en 2025, de faire les deux. Qu'est-ce que cherchent les gens sur Amazon? C'est-à-dire Pour arriver à un... Sur quoi tu les targets? Sur quoi Nous sur Amazon, Ouais. le fait qu'on vende sur Amazon. Non, ouais. Comment je vais tomber sur un Bloon? Je cherche quoi? Siège? Bureau? Je cherche quoi? Bah, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une... Siège gonflable? Franchement, on démocratise beaucoup le marché. Hein. Je suis honnête Ok. avec toi, c'est-à-dire on fait quand même pas mal de publicité en paid sur Meta. On se rend compte qu'on a un branded search qui augmente sur Google. Qu'aujourd'hui, tu Branded cherches- search, c'est les gens qui cherchent Bloon. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu notre manière de mesurer la notoriété et justement le fait qu'on soit plus ou moins connu. Ah ouais, ça c'est particulier. Pardon, j'ai Je peux cherché expliquer quand même, siège parce que- gonflable adulte et j'ai trouvé un siège pour les toilettes. Et non, mais aujourd'hui c'est le sujet, c'est en fait est-ce que les personnes qui ont des problèmes de dos et qui sont assis sur une chaise ont conscience des solutions qui existent? Aujourd'hui, on a quand même un corps de métier qui travaille aussi pour nous, que sont les ostéopathes et les kinés. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup d'ostéos et de kinés, et c'est l'histoire même de Bloon, qui quand ils rencontrent des patients qui ont des problèmes de dos, vont leur dire « Ok, vous êtes trop sédentaire, trouvez des solutions. Prenez un bureau assis debout, bougez plus, asseyez-vous sur un ballon. » Donc il y a quand même cette éducation de marché qui est faite par les professionnels de santé. Et ensuite, pour trouver siège ballon Bloon, bah, effectivement, nous on fait beaucoup de pubs parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne savent pas que le produit existe, tout simplement. Ouais, mais je me demandais quels étaient les termes d'une recherche qui m'amenait vers un... Aujourd'hui, les termes, ça va être siège ballon, Ouais. assise ballon, ballon d'assise, principalement quand on parle de termes génériques dans lesquels il n'y aurait pas Bloon. Tu peux avoir chaise ergonomique. Nous, on s'est positionné, on a même déposé assise active. Voilà. Donc c'est des sujets sur lesquels on espère qu'il va y avoir une montée en puissance aujourd'hui de la recherche et de la prise de conscience. Donc tu as été coaché et tu as parlé à pas mal de monde pour savoir s'il fallait élargir ou creuser ou faire les deux, ou vous faites les deux. On fait les deux, mais on fait pas vraiment les deux en fait, parce que tu vois, on n'a toujours pas de produit et on est en 2024 et on fait 95% du business en France. Je suis en train de faire les chiffres pour la fin d'année, on fait toujours 95% du business en France. Alors on continue la croissance en France, mais voilà, on essaye de faire les deux. Alors l'année dernière, ce que je te disais, on a lancé les US. On s'est un peu croûté sur les US, il faut le dire. Hein. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Allons-y. Allons sur les US. Ouais. On a lancé un crowdfunding sur les US. On s'est dit pourquoi pas faire un crowdfunding. De toute façon, on va créer du contenu, on va faire de la pub. Autant faire un crowdfunding plutôt que de faire directement sur notre site. Ok, on va reverser un petit peu de pourcentage aux plateformes. On s'est fait exclure de Kickstarter. Ils n'ont pas accepté le projet. Donc on a été hyper déçus parce qu'en fait, tu fais tout ton projet. C'est-à-dire, tu fais tes vidéos, tu fais toute ta page Kickstarter, tu prévois tes pricing, tes perks, comme on appelle. Là, Les récompenses. Les récompenses, exactement. Et en fait, tu soumets ta page une fois qu'elle est faite. Hein, et c'est des mois de boulot. Hein. Et là, les mecs te disent non, on n'accepte pas le projet. Et tu as un petit encart, c'est du vécu. Hein, tu as un petit encart, je crois que c'est 120 mots ou 120 caractères carrément. 120 caractères pour répondre et pour leur demander de revoir leur décision. Et en fait, ils nous ont dit non, le produit existe déjà, il a déjà été vendu sur le marché américain. À l'époque, on avait fait des ventes privées aux États-Unis et on a un distributeur très léger. Votre produit. Notre produit, ouais. Pas le nôtre. Pas le concept. Le nôtre. Ton produit existe déjà. Ah, je savais pas. Et en fait, ça. ils ont dit le produit existe déjà, vous ne pouvez mais pas le lancer sur Kickstarter. Pourtant, t'as plein de produits qui font des V2, des V3, des V4. Exactement. Et le nôtre, c'est pas le même qu'on a lancé en 2018. Il y a une V2, le socle est différent, le système de gonflage est différent. Je vais pas revenir là-dessus, mais on a optimisé plein mal de choses. J'aurais bien expliqué, j'ai envoyé les vidéos. Ils m'ont dit non, c'est mort. Donc hyper déceptif. Donc on s'est rabattu sur Indiegogo. Indiegogo, l'inverse. Alors je me dis putain, si on se fait exclure d'Indiegogo, on est mort. Et en fait, Indiegogo, je crée la page, je fais soumettre, votre projet est accepté. C'est-à-dire que t'as pas du tout de modération. Pas de modération. T'as accepté direct. Sauf qu'Indiegogo, c'était un petit peu moins la cible que Kickstarter. On avait fait de la précommande aux États-Unis, ça se fait pas mal. C'est-à-dire que tu fais une landing page, tu fais du paid, les gens arrivent sur ta landing page et pour avoir le meilleur prix dans ton Kickstarter, ils doivent payer $1 avec leur carte bancaire. Franchement, tu dis en France, le mec qui paye $1 avec sa carte pour pouvoir bénéficier du meilleur produit, il va acheter. Et en fait, aux États-Unis, tu as 80% des gens qui ont lâché $1 qui n'ont jamais acheté le produit. Et on nous avait dit que c'était le cas. C'est-à-dire que les gens ont lâché $1.
Tu dis tu lâches $1 pour un produit, tu fais attention à son lancement et tu vas l'acheter, tu y crois, tu connais le prix. Bah non. Et donc en fait, on a eu un lancement qui a été moins important que ce qu'on pensait, clairement. Et ensuite, finalement, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on faisait du paid et des ads et qu'on avait un site internet que ça décollait comme en France. Et qu'il fallait qu'on revoie absolument la stratégie avec une logique de notoriété et qu'on se pose les questions de notre succès en France, bien entendu adapté aux États-Unis, mais qu'est-ce qui fait que Bloon a fonctionné en France? On en a reparlé. On a fait des foires, c'est-à-dire qu'on a été à la rencontre de nos utilisateurs. On a eu la chance d'avoir des opportunités de visibilité parce qu'on a participé à une émission qui s'appelait Mon Invention vaut de l'or. On nous a vu à la télé. On est passé dans un ou deux reportages, donc le côté RP presse. On n'a pas du tout été travaillé aux États-Unis. Et donc en fait, il faut qu'on revienne en 2025 avec une stratégie de go-to-market qui soit un peu plus bold que celle qu'on avait prévue, avec des budgets d'investissement plus importants. Et le challenge qu'on a eu en 2024, c'est qu'on a eu notre responsable e-commerce qui a monté sa propre boîte et qui a lâché le projet Bloon en cours de route. Et donc tu te retrouves avec des personnes dans l'équipe, c'est long de recruter un responsable e-commerce à Bordeaux, la responsable marketing qui a fait la même chose, donc c'est un peu la mode du freelancing, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc en fait ça te ralentit beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aies des hommes, tu peux pas gérer une multitude de projets tout seul. Et donc l'enjeu pour 2025, c'est de dire qu'on a des personnes qui se lèvent le matin en se disant mon enjeu c'est de lancer les US, et je suis focus sur les US. Voilà. Donc budget et personne focus. Budget et personne, et ton playbook, ça va être quoi? Vous l'avez écrit déjà? Ça commence quand? Je te laisse boire, hein, si tu veux, je peux continuer ma question. Le playbook, on est en train de le co-construire avec la personne qui va être en charge de lancer les US, qui nous rejoint début janvier. Ok. Il y aura du Amazon dedans? Ouais, aujourd'hui, clairement, c'est Amazon, mais avec une logique de non-rentabilité. Et ça, j'ai échangé avec le fondateur de Perifit qui m'a donné des infos. Alors, il y a des gens qui me disent... Super épisode, pardon, c'est des sondes de rééducation du périnée. J'espère que je le présente bien. Perifit, il est passé sur le panier. Incroyable aventure. De mémoire, je sais plus si on donne les chiffres, mais je vais les donner. Allez, il y a prescription, 18 millions, dont 90% à l'étranger. Enfin, c'est un énorme. Gros mastodonte. Ouais. Très, très beau succès. Et d'ailleurs, on a commencé pareil avec eux. C'est drôle, on a commencé avec eux. On avait fait, pendant Mon Invention vaut de l'or, ils y avaient participé. On s'est retrouvés à la Foire de Marseille. Okay. Ils étaient sur un stand juste à côté de nous. Voilà. Amazon, à perte. Et Amazon, l'idée d'Amazon, c'est l'inverse d'en France. En France, on veut être rentable. Par contre, aux États-Unis, pour nous, c'est un levier d'acquisition sur lequel on est prêt à être à zéro, voire d'investir un petit peu. Parce que pour nous, c'est un levier de découverte. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Amazon aux États-Unis, c'est quand même puissant. Et donc, potentiellement, c'est d'aller grappiller des parts de marché sur des mots-clés, justement, Sitting Bull, etc., qui sont des volumes de recherche qui sont assez importants aux États-Unis. On se rend compte que sur Sitting Bull, tout ce qui tourne autour de l'assise active, etc., c'est quand même c'est entre 50 et 100 000 recherches mensuelles, tout compris sur le SEO. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même 50 000, 100 000. En sachant qu'il y a un marché sur place qui est pas du tout... On le compare à quoi pour la France? Je sais pas comparer. Je t'avoue que là, tu me poses une colle. On fait très peu de SEO en France. On fait beaucoup de paid. On a commencé à faire du SEO cette année avec du blog, avec du positionnement sur certains mots-clés. Par contre, c'est faible. Hein. Je te parle de volume très faible. Hein. Donc, de l'humain, pour lancer les US en 2025, de l'humain engagé, de l'investissement média, du Amazon. De l'influence. Et de l'influence. Et comment vous allez gérer l'influence? L'influence, on va passer par une agence. Local, évidemment. Ouais. On va passer par une agence américaine. Il faut qu'on nous voit, il faut qu'on parle du produit, il faut qu'on nous voit tout simplement. Et créer du contenu en propre aux États-Unis, pour l'instant, on ne sait pas faire. Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce qu'il faut avoir des codes spécifiques? Donc l'idée, c'est plutôt de faire créer du contenu par des personnes dont c'est le métier, de regarder les contenus qui sont les plus successful, et en fonction, de pouvoir nous-mêmes commencer à créer des contenus, aller trouver nos propres influenceurs, etc. Mais dans un premier temps, de passer par une agence qui va travailler sur ces sujets. Tu ships d'où? Tu shipperas d'où? Sujet, mon associé doit en ce moment se tirer les cheveux. Moi, j'en ai plus, mais lui, il en reste. On a lancé les États-Unis l'année dernière. On a expédié une belle quantité de pièces chez un logisticien aux États-Unis. On a stocké pendant un certain moment, mais en fait, le stock, ça coûte très cher aux États-Unis. On vend pas suffisamment, donc on a rapatrié la marchandise en France. On est dans un no man's land. On n'arrive pas à rapatrier la marchandise, personne ne veut la réceptionner. Bref, et donc aujourd'hui, on a décidé de réexpédier depuis la France. Okay. Le temps de trouver un volume suffisant, on va expédier depuis la France. Et tu peux pas faire un FBA? Alors pour Amazon, ce qu'on va faire... Oui, mais tu pourrais le faire hors Amazon aussi, potentiellement.
Tu peux utiliser Amazon juste sur la partie warehouse et shipping. Tu vois, je suis même pas au courant. Ok. Pourquoi pas. Bah après, ça va peut-être être des coûts importants. En fait, nous, on peut expédier directement depuis le Portugal parce que notre usine au Portugal, ils ont la capacité d'expédier. Et en fait, on se retrouve avec des coûts FedEx qui sont pas si énormes par rapport aux coûts locaux américains qui sont quand même très élevés. Hein. Le shipping aux États-Unis, ça coûte cher. Ça coûte cher dans un marché qui est éduqué à avoir son truc en 24 heures ou 72 quand ça va de côte à côte. Mais... Exactement. Ok. Non, tu peux faire des trucs assez cool. Tu peux lier même ton Shopify à ton Amazon pour y envoyer vers Amazon directement les commandes reçues sur Shopify pour qu'elles soient expédiées. Il y a bah voilà, tu vois. Bon, j'ai appris un truc on en reparle, hors micro. Ok. De l'humain, de l'investissement, de l'influence, C'est toi qui bip ou c'est moi ? C'est moi. Je pense que c'est toi. De l'humain, de l'influence, du... Oh, tu peux laisser... Pas de sujet si tu veux, je te mets en silencieux. Ok, cool. Vous êtes en Corée aussi. Ouais. Tu m'en as parlé quand on préparait l'épisode. Pour l'instant, tu m'as dit c'est 95% en France. Hein. 95% du business en France. Okay. Ouais. On fait 95% du business en France. On a fait pas mal de salons internationaux comme Maison Objet, des salons en Allemagne, dans l'aménagement de bureaux et des salons design. On a rencontré des distributeurs, notamment en Corée, avec quelqu'un qui croit beaucoup aux produits. Et on travaille avec lui depuis 3 ans. Donc effectivement, il se développe en Corée, avec la complexité qu'on peut avoir d'accompagner des distributeurs dans des pays aussi spécifiques que la Corée, où la langue n'est pas du tout la même, où les codes sont quand même très différents. Donc on se repose sur lui pour les codes marketing, et on essaye de lui insuffler ce qui a fait le succès de Bloom en France, c'est-à-dire le digital. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, quand tu cherches des distributeurs et des agents, c'est souvent des mecs qui ont des gros réseaux brick and mortar, c'est-à-dire vraiment physiques, qui connaissent des magasins, des distributeurs, etc. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on fait le business en France, c'est pas là où on fait de la marge, c'est pas là où on fait de la croissance. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer cette marque digitale qui est Bloom Paris en France, en Corée. Et donc, on l'accompagne sur les métriques qu'on peut avoir, sur choisir une bonne agence, investir en paid, fait du Meta, fait du Google, peut-être... fait de l'influence, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à faire exploser la marque en Corée, et c'est pas juste en allant trouver des boutiques, parce que c'est pas avec les boutiques que tu vas vivre et que tu vas faire du volume. Voilà. Et en fait, on a le sentiment que c'est pas très structuré, cette logique d'aller trouver les bons partenaires, vraiment sur la partie digitale, dans des pays étrangers, comme pourrait l'être un distributeur ou un agent. Ouais, c'est ça. Alors, tu as des distributeurs qui sont bons et qui savent le faire. Le volet digital, en plus du volet physique, mais ok. Moi, c'est un enjeu, c'est intéressant. Nous, dans notre business, on n'en a pas rencontré beaucoup. Okay. On n'a pas été approché par des gens qui sont calés en digital. On a fait le Japon, où là, c'est une autre histoire parce qu'on ne vend plus de produits au Japon parce que le mec, à la base, devait être un distributeur. Et à l'inverse, en fait, il s'est spécialisé dans juste le Kickstarter local qui s'appelle Makwake. Et donc, en fait, il écume les salons. Et ça, c'est un gros business aussi au Japon. Les mecs écument les salons pour trouver des marques. Il les lance au Japon avec un Kickstarter. Et ensuite, terminé. Bah, une fois que la marque est lancée, à elle de prendre le... Ouais, mais comment tu veux que nous on prenne au Japon ? Non, mais bien sûr. Tu vois, là, il te faut un relais local. Bah ouais. Et donc, le mec, il a pris le truc, il a lancé. On a fait un super. Parce qu'on a fait plus au Japon qu'on a fait aux États-Unis. On a fait 100 000 au Japon. Et ça s'est arrêté. Quand on préparait l'épisode, avec Raphaël, on parlait. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Superprof ou Chef Club, mais je crois que c'est Superprof, qui, en gros, pour ouvrir chacun de ces marchés, recrute un natif du marché, mais dans les bureaux à Paris. Donc au bureau parisien, ils sont, 30 ou 40 à venir de 30 ou 40 pays qui sont couverts par Superprof. Mais du coup, c'est comme ça que le digital est géré, l'acquisition, avec une culture du pays en question, mais une culture business, digital acquisition du pays en question, mais tout le monde à Paris, plutôt que d'ouvrir des bureaux sur place. Ensuite, c'est du service, donc c'est un peu différent que culture du produit d'entreprise locale et exactement. Culture de pays par la personne qui la représente. Je pense que c'est un bon mode de fonctionnement. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas prêt à avoir une équipe aux États-Unis. Une fois de plus, c'est sur du service, donc c'est facile de le faire à distance. Quand il s'agit d'aller voir des revendeurs, des boutiques, non, ça, tu peux pas. Voilà. Mais faire du digital depuis la France, potentiellement, tu vois, monter vraiment ton Shopify US, travailler tes pricing, travailler ton marketing depuis la France. Tu as des petits décalages horaires si tu travailles avec des partenaires, des agences, etc., ou des influenceurs, mais c'est faisable. Tout à fait faisable. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le panier depuis décembre, mais je vous le redis quand même, on avait fait un super petit déjeuner début décembre chez Fauchon où on parlait de survivre en 2025. C'était le thème. Mais pour se dire en gros comment c'était 2024 et comment est-ce qu'on fait mieux en 2025. Et il y a Cyprien Schlegel de Experience Capital qui est un fonds d'investissement qui est dans plein de belles boîtes dans la mode, la déco, la santé, la beauté.
qui racontait, donc il avait plusieurs points, et l'un des points c'était les US, en disant les US c'est un marché qui est incroyablement occupé, il y a du monde, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas facile de se faire une place, ça va vite, mais c'est des paniers d'achat qui sont beaucoup plus importants, c'est un revenu moyen un peu de foyer qui est beaucoup plus important, c'est une culture du digital qui est quand même beaucoup plus forte que la nôtre, c'est facile d'acheter en ligne, et que quelques miettes de cet énorme marché sont déjà suffisants pour aller chercher de la croissance. Mais surtout, ce qu'il disait, et j'en reviens à cette histoire d'avoir des locaux d'un marché qui gèrent le e-com de ce marché-là, passer de l'Europe aux États-Unis, ben, c'est pas très différent. Il y a Amazon, il y a Google, il y a Meta, il y a tous les leviers qu'on connaît, alors que passer de l'Europe à l'Asie, bah, c'est apprendre des nouveaux leviers, des nouvelles plateformes, des nouveaux outils qui ne sont pas les mêmes et qu'on ne maîtrise pas. Donc pour lui, le gap d'ouvrir les US est finalement pas si compliqué que ça, d'un point de vue digital uniquement, je ne parle pas des ops, et que ça vaut qu'il ne faut pas le négliger, quoi. Mais tu as tout dit, hein, nous a beaucoup... Alors, c'est marrant parce que j'ai parlé avec des personnes qui avaient plutôt la soixantaine, qui ont bossé dans des grosses boîtes mass market, produits, tu vois, d'alimentation générale, etc., qui, eux, imaginent le marché américain comme très très compliqué, tu vois, parce qu'eux-mêmes sont pris sont cassés les dents. Sont cassés les dents, des budgets d'investissement énormes. Et à l'inverse, quand je parle, tu vois, avec des marques comme Perifit et d'autres qui me disent, en fait, nous, on arrive à le gérer depuis la France et le marché américain, c'est notre premier marché. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Oui, il y a des comportements d'achat qui sont différents, mais plutôt positivement. Alors, tu peux avoir une concurrence accrue et il faut investir plus. Tout est plus cher aux États-Unis. Mais si tu positionnes ton prix par rapport aux investissements que tu vas mettre en place aux États-Unis, finalement, tu peux t'en sortir. Et les États-Unis, en fait, c'est deux langues, mais principalement une langue. Alors que rien qu'en Europe, tu veux targeter l'Allemagne, c'est en allemand. Tu veux targeter les pays du Nord, faut quand même, si tu veux bien leur parler, il faut quand même leur parler dans leur langue. La Hollande, pareil. Après, tu as l'Espagne, tu as l'Italie. Donc rien qu'en Europe, tu as une multiplicité de langues qui sont pas si simples à gérer quand tu fais du Shopify, etc. Sur tes contenus, tes déclinaisons de contenu, un peu plus simple avec l'IA, mais quand même pas si simple. Les États-Unis, tu as une langue et tu as un marché énorme. Et ce que tu disais, c'est vrai. Nous, quand on s'est lancé aux États-Unis, alors on n'a pas beaucoup vendu, mais on a vendu. On s'est retrouvé avec des paniers moyens qui n'ont rien à voir avec la France. Le mec, il t'achète 5, 7, 8 balloons à titre personnel, parce qu'ils équipent toute la maison dans toutes les pièces. Truc qui arrive jamais en France, sauf si c'est une boîte qui achète, tu vois. Donc, ouais, il y a gros potentiel, je pense, aux États-Unis. Quelle solution pour l'international en e-commerce vous avez choisi pour l'instant? Shopify Shopify, ouais. Okay. Shopify plus, ouais. Pas de Globally, pas de... Bah, je me suis intéressé à Globally, et a priori, ils ont créé justement une passerelle avec Shopify. Faut que je creuse vraiment le sujet pour comprendre dans quelle mesure Globally pourrait être intéressant pour nous. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec un Shopify, gestion des taxes et puis expédition depuis la France dans un premier temps, le temps d'avoir du volume, on est capable de gérer. Ok. Distribution, vous avez trois grandes, vous appelez ça des BU, des BU, pardon. Des business units, ouais. Des BU chez vous. Il y a le D2C, le direct to consumer, ouais, qui comprend le site web, Amazon et les ventes privées. Il y a le B2B qui a deux pans, la vente en direct à des sociétés et le wholesale, et enfin le retail en direct. Vous avez entre autres un corner au BHV. Ouais. Je les prends dans l'ordre. Raconte-moi ce que vous faites sur Amazon et comment vous vous en sortez. C'est quoi la part de revenus qui vient d'Amazon? Amazon aujourd'hui, on va faire, c'est pas énorme, on va faire 5%, je pense. Ok, 200 000. Ouais, environ 200 000. Okay. Ouais, peut-être 250 000 cette année, ouais. Le sujet d'Amazon aujourd'hui, pour nous, sincèrement, on s'est beaucoup posé la question. Amazon, une marque comme Loon Paris, qu'est-ce qu'on va faire sur Amazon? Et en fait, on se rend compte qu'on génère beaucoup de trafic sur notre site et qu'ensuite, les habitués d'Amazon qui ont du Prime vont sur Amazon pour rechercher Bloon. Si on n'est pas sur Amazon, potentiellement, il y a une autre marque qui va se positionner à notre place, ouais, et les mecs vont acheter un autre siège ballon. Même si tu ne trouveras pas la même qualité, tu vois, tu as des produits qui sont plutôt à 59 €. Avec une amplitude de prix, j'allais te le dire, qui est hyper importante. Personne ne se positionne à notre prix sur Amazon. Hein. Tu n'as pas un siège ballon à 189 €, ça c'est certain. Ils se ressemblent tous d'ailleurs, puisque finalement, c'est des copies de notre concurrent Vluf qui sont faites dans l'usine chinoise. Tu trouves l'usine en 2 secondes, tu leur demandes de le faire, ça vaut 7 $ à importer en France. Donc c'est pas très compliqué. Et en fait, Amazon, pour nous, aujourd'hui, en France, c'est surtout de ne pas perdre de part de marché sur des personnes qu'on a travaillé en acquisition sur Meta et qu'on va perdre sur Amazon. Donc, il faut qu'on soit positionné en défensif sur notre marque. L'objectif, c'est d'être rentable. On a beaucoup parlé avec l'agence qui nous accompagne. Quelle agence ? C'est une agence qui s'appelle Bitume. Enfin, on peut la citer. Ouais, c'est une agence qui s'appelle Bitume, qui nous lance, qui est d'ailleurs l'agence qui accompagne Perifit. Et je leur ai vraiment dit, moi, sur la France, je veux être rentable. Je ne fais pas du Amazon pour perdre de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on mesure les budgets d'investissement. Je veux juste être présent et je veux être rentable. Je ne vais pas perdre de l'argent alors que je cherche à en gagner par ailleurs sur mes autres leviers D2C. Par contre,
on en parlait, lancer l'Allemagne, lancer les UK, lancer les US. Là, pour nous, c'est une plateforme plutôt de ramp-up sur laquelle on est prêt à investir comme on investirait sur de l'influence ou sur du paid. Je comprends ce que tu me dis, sauf que tu m'as dit tout à l'heure, ou on en parlera après, que tu es dans un métier de conquête, pour l'instant, tant que la gamme n'est pas beaucoup plus large. Donc, de te lancer à perte, autant sur les États-Unis, why not, mais dans des pays proches européens où tu n'auras pas de réachat avant un bout de temps, tu vas peut-être pas le faire à perte, mais à coup, ça se challenge, non le sujet, c'est de se dire que c'est plus simple de lancer du Amazon Allemagne, du Amazon UK, que de lancer le site Bloon. En fait, là, ce serait vraiment le premier step de la conquête de marché. On aurait forcément le site qui serait décliné dans ces langues-là, mais sans gros investissements en paid. Et on irait vraiment chercher les recherches Amazon sur du générique pour que Bloon commence à être positionné. Aller chercher de la part de marché à des concurrents comme Vluv qui sont déjà bien positionnés sur Amazon. Et je pense qu'on peut aller grappiller un peu de terrain et de se rendre compte s'il y a de l'appétence pour notre produit sur ces marchés-là via Amazon. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait en France. Ok, compris. Pour ensuite lancer le site qui là sera normalement en termes de volume de vente, j'espère beaucoup plus important que ce qu'on aura fait sur Amazon. Vous avez fait du VP aussi, enfin du vente privée, On vient de faire du VP. Sur VP. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, retour d'expérience on a tout explosé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien en tout cas, les équipes de VP super sympas, super agréables. On a des prix qu'on n'a jamais pratiqués sur VP. C'était un petit peu le sujet, mais c'est les conditions. Et oui, on a tout explosé, quoi. On n'avait plus de stock en 3 jours. Donc, on a fait une très grosse vente chez eux. La question, c'est comment tu arrives à associer cette... Alors, je parlais d'omnicanalité, c'est peut-être pas exactement le terme, mais cette multiprésence sur le digital. Comment tu arrives à être cohérent dans tes prix auprès de ta clientèle en étant sur ton site, sur des ventes privées régulièrement, sur des marketplaces qui elles-mêmes ont des tarifs qu'elles pratiquent à la volée, comme un Made in Design par exemple, qui achète du stock et qui fait un peu ce qu'il veut sur les prix, tout en sachant que tu n'as pas le droit de réguler les prix sur Internet. C'est-à-dire que c'est interdit en France. Tu n'as pas le droit de dire à ton partenaire qu'il doit vendre à tel prix. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est un gros sujet. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un business qui est en croissance sur le e-com, sur notre propre e-shop, tout en ayant une énorme croissance sur la partie vente privée. Voilà. On ne met pas les mêmes produits sur les ventes privées. Ouais, comment tu fais ta sélection produit ? On a développé une gamme spécifique qu'on met plus en avant sur les ventes privées. Et on ne va pas mettre nos couleurs best-seller sur les ventes privées. Ok. Ouais. Mais comme, une fois de plus, tu es en conquête, en fait, l'acheteur régulier ou l'acheteur latent, il ne le sait pas ou il ne le voit pas ou ça ne l'embête pas. Ouais, et en fait, c'est un déclencheur d'achat pour ceux qui étaient peut-être hésitants. Mais Exactement. En fait, moi, ce que je me suis dit, tu vois, j'en parlais justement avec une responsable marketing d'une marque qui me disait non, VP, jamais, parce que ça va tuer notre marque. Je dis, mais en même temps, toi, si t'es client de VP, est-ce que quand t'achètes une marque à ce prix-là, je sais pas, un sac Mage ou n'importe quoi, est-ce que tu l'aurais acheté par ailleurs ? Et en vrai, je pense pas. Toi, même moi, si je me dis, les gens qui ont acheté Bloon à ce prix-là, je suis pas sûr qu'ils l'auraient acheté sur notre site au prix fort. Je pense pas qu'on ait cannibalisé notre cible. Je pense plutôt qu'on a élargi. Et comme tu disais, c'est un marché de conquête. Nous, plus il y a de personnes qui ont des Bloon, plus il y a de personnes qui vont aller chez ces personnes qui ont des Bloon, qui vont les tester, qui vont les utiliser. Et en fait, plus on vend de Bloon, c'est un produit quand même remarquable, que tu identifies, que tu vois. Et donc, ce sujet de plus il y a de personnes qui ont des Bloon, et plus il y a de Blooners, plus on est en capacité de générer de nouveaux acheteurs. Okay. C'est quoi la part du D2C dans le C'est CA ? 65%. 65%. Compris, le ouais. B2B ? Le B2B, on va être autour de 25%. 70-90, donc il reste 10% sur le retail et corner. Sur le retail, okay. Même 67, tu vois, je m'étais mis sur le digital, dont 54% sur le e-shop. Ok. Bon, maintenant la question que je me pose depuis qu'on a commencé à enregistrer, ce sera peut-être la dernière. C'est un produit qu'on pourrait voir dans toutes les entreprises de France. Bah, j'espère. Avec des paniers. Non, mais donc un coup de fil ou un tunnel de vente d'un mois ou deux, j'en sais rien, pour des paniers beaucoup plus élevés. Quel effort vous mettez sur le B2B ? Le B2B direct aux sociétés, je parle. B2B direct aux sociétés, en fait, on a la chance d'avoir un produit où la frontière est très fine entre B2C et B2B. C'est-à-dire qu'une acheteuse, par exemple, je parle parce que c'est une histoire vraie, DRH Veolia qui passe au BHV Marais, qui achète pour elle, qui trouve le produit génial et qui nous recontacte en disant il m'en faut 80 pour mon équipe en fin d'année parce que je veux leur faire des cadeaux. Des gens qui sont targetés sur Meta
à titre personnel, ont des fonctions dans les entreprises. C'est des acheteurs, c'est des responsables market, c'est des responsables de la communication. Potentiellement, à titre perso, ils sont clients et ensuite, ils vont démocratiser dans leur entreprise. Donc, en fait, tout le travail qu'on fait en B2C a des répercussions sur le B2B. Mais t'as pas une force de vente spécialisée? Et on a une force de vente spécialisée. On a Adrien qui est responsable commercial. On a 2 personnes qui sont business développeurs. Et on a Manon récemment qui a été recrutée pour travailler sur le marketing B2B, spécifiquement, génération de leads dédiés, et d'être un petit peu plus bold et visible sur le B2B, notamment sur LinkedIn, lors d'événements et avec de la création de contenu autour de ces sujets d'entreprise que sont le bien-être des collaborateurs, la sédentarité, etc. Et du coup, il y a des salons spécialisés en plus. On a des salons qu'on fait, on a des salons comme Workspace, qui a lieu à Paris, des salons comme Maison et Objets, qui peuvent drainer aussi des gros acheteurs de grosses entreprises. Mais t'as pas tant de salons ça pour cibler vraiment les responsables ou les acheteurs dans des grosses sociétés. Voilà. Et des grosses chaînes coworking, WeWork, on a Morning, fait, ce genre de choses. Pas client. Pourquoi? On a pas mal bossé avec Morning à l'époque, plus client. Ce qui est drôle, c'est que instinctivement, on s'est dit, les coworking, ça va être vraiment notre client phare. Moi, j'ai tout donné au départ pour appeler tous les coworking, aller faire des présentations partout. Très faible en termes de volume. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la multiplicité, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des TPE, des PME qui vont commander 5, 10 pièces, 15 pièces dans tous les univers possibles. Des univers pas du tout l'univers start-up parisien, hein, c'est vraiment, on vend partout en France. Et on va aussi avoir, franchement, on a presque toutes les entreprises du CAC 40 qui sont quand même clients sur une filiale ou une autre, quoi. Et sur ces TPE, PME qui représentent quand même le gros du tissu des sociétés en France, tu arrives à automatiser des choses en prospection? Aujourd'hui, on fait de la génération de leads beaucoup via le site internet, avec une landing page dédiée pour les professionnels, qui en refondent d'ailleurs. Donc je la cherche pas, je la regarde pas, je la partage pas. Tu peux regarder pro, mais je suis même pas sûr que ça soit pour les professionnels. Ok, donc c'est dans le menu en bas pour les professionnels. Ok. Et aujourd'hui, c'est le sujet, quoi. C'est quoi le cycle? On se retrouve à faire pas mal de tests. On propose des tests gratuits en entreprise quand il y a des projets d'achat supérieurs à 10 ou 15 pièces pour que les décideurs et les collaborateurs puissent utiliser et tester le produit Bloon. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est ce que je te dis, notre meilleur process, c'est des personnes qui ont acheté à titre personnel un Bloon et qui vont en vanter les mérites au sein de leur entreprise, en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, même s'il n'y a pas de réachat, d'avoir une satisfaction client qui soit optimale, parce qu'on sait que chaque client qui va trouver son Bloon agréable, qui lui a solutionné ses problèmes de dos, de sédentarité, va être un ambassadeur pour la marque, à titre perso, mais aussi à titre pro. Je n'ai plus son nom en tête, mais je crois que c'est le fondateur de Work with Island qui est passé sur le panier, qui me disait un truc fun, qui est vrai, hein, mais qui me disait tout acheteur B2C est un acheteur B2B déguisé et inversement. Enfin, tu vois, il y a... Alors sur ce qui vend, peut-être un peu moins. L'acheteur B2B est un acheteur comme les autres, voilà. Peut-être un peu moins, c'est l'acheteur B2B. Alors B2C, moins sur une salle sur un booth. Ouais, c'est un petit peu moins le cas pour son produit. Tu vas peut-être pas en mettre chez toi, mais nous c'est le cas. Si tu peux, même un mec. Non, mais c'était surtout une approche pour parler de ciblage, de pub. Ça, je suis d'accord avec toi. Non. Émotionnellement, alors t'as pas les mêmes décisions d'achat, t'as pas les mêmes responsabilités, c'est pas ton budget. C'est un petit peu différent. Et d'ailleurs, on se rend compte, en fait, on s'est rendu compte quand même, ce qui est important, hein, c'est qu'il y a 30% des ventes qui sont faites sur le site e-commerce, sans passer par le service commercial, pour lesquelles il y a un nom d'entreprise qui a été renseigné sur la facturation. Donc ça, c'est compliqué de... Avec un panier moyen plus élevé que les autres. On a regardé, le panier moyen est plus élevé, moins de retours produits. Et donc en fait, c'est un gros sujet pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à optimiser le parcours d'achat sur le site pour des clients qui soient professionnels, qui ne souhaitent pas passer par le service commercial et qui vont avoir cette autonomie d'acheter sur le site. Donc c'est un enjeu pour nous sur 2025. Est-ce qu'on split les expériences utilisateurs sur le site ? Est-ce que l'expérience, ça peut être mutuelle, ou est-ce qu'on peut être encore meilleur sur l'expérience du professionnel qui arrive sur notre site et qui veut acheter en stand-alone sans passer par l'équipe commerciale ? Voilà. Je pense qu'il faut multiplier les parcours. S'autoriser plusieurs parcours. Vous êtes un pro, cliquez ici, tu vois. Mais tu as aussi des petites choses assez malines à faire. J'imagine que si au moment où il remplit la société, ton affichage dynamique va afficher quelque chose d'autre ou un message supplémentaire,
quand il réalise que c'est un acheteur professionnel pour lui proposer, je sais pas, du volume, du discount, une mise en relation. Il y a plein de choses à faire là-dessus, ça peut être intéressant. Tu m'as dit que c'est 30% de ton CA ? Ouais. 30% du CA e-shop, et lui c'est le CA e-shop, je te dis, c'est à peu près 54% de notre chiffre d'affaires. Ça va être donc la moitié, donc un tiers de la moitié, ça fait 20% du CA global, se fait sur l'e-shop par des sociétés dont un contact, un nom, un numéro de téléphone et un nom de boîte. Ouais. Okay. C'est intéressant parce que là, tu as du coup une belle base de prospection pour faire ton upsell ou ton cross-sell. C'est ce qu'on fait depuis quelques temps chez commerciaux. On sort les listings avec des flows Shopify. Dès qu'il y a une commande supérieure à 4 pièces avec un nom de société renseigné, rappeler, déjà proposer un suivi B2B et pas un suivi B2C. On est l'équipe commerciale, c'est quoi que ce soit avec vos produits, on peut vous suivre, on peut vous proposer des contenus spécifiques, former vos collaborateurs à l'assise active et puis bien entendu faire du réachat parce que sur les entreprises on peut faire du réachat. Ouais, et puis tu as équipé 4 postes sur 5 ans, tu peux en équiper 4 de plus ou 8 de plus, ainsi de suite. Exactement. Super intéressant. Le temps file, je voulais parler des leviers d'activation et d'acquisition. Tu m'as dit on fait principalement du paid et peu d'influence. Vous faites évidemment de l'email avec Klaviyo, tu me l'as dit, je crois. Klaviyo, c'est une agence qui s'appelle Pyramide. Qui est aussi l'agence qui travaille avec Laure Lagarde, si je dis pas de bêtises, hein, c'est toi qui m'as dit d'Émile Spilot. Tu me dis que tu es sur un marché de conquête, mais tu connais quand même ton taux de rebuy ? Ouais, parce qu'on l'a regardé, on est à peu près à 7%. Sur combien de temps ? Sur un an, il y a 7% qui rachètent l'année suivante. Enfin, c'est même pas sur un an, c'est 7% depuis le début. Tout compris, ouais. Qu'on fait plusieurs achats. Ouais, vraiment on base. Sur un an, je pense que c'est plus faible que ça. Ok. Bien plus faible que ça. Donc même s'il y a peu de réachats, tu as quand même un levier ici, parce que 7% c'est pas énorme. Alors tu vas pas t'acheter un siège comme ça et mettre... Enfin, quand tu es un particulier, tu as un bureau en général, mais... En fait, le réachat, aujourd'hui, il faudrait qu'on l'étudie. J'attends que la responsable marketing arrive là, au mois de janvier, mais c'est de comprendre est-ce que tu rachètes pour toi ? Est-ce que effectivement tu rachètes parce que ton produit il est un peu usé, parce que ça fait 5 ans que tu l'as acheté ? Est-ce que tu rachètes pour recommander, un autre endroit ? Est-ce que que c'est un cadeau ? Exactement. Parce qu'on sait tous, on est tous comme ça, c'est humain. Quand il y a quelque chose qui te plaît, tu as envie d'en parler, tu as envie que les autres adhèrent à ce que tu fais. Ah tiens, regarde, j'ai acheté ça, essaye-le, c'est cool. Donc on a aussi cette chance avec le produit. Mais clairement, on ne bénéficie pas d'un matelas de rebuy à 25-30% comme peuvent l'avoir beaucoup de marques. C'est pour ça qu'on souhaite aussi développer de nouveaux produits pour avoir une LTV, un panier moyen global sur nos clients qui soit plus important. La LTV, c'est la Lifetime Value. Je pense qu'on l'a suffisamment défini sur le panier. Pour vous, chers auditeurs, chers auditrices, qui n'auraient pas la ref. Lifetime Value, pardon, c'est ce que va dépenser un client sur sa durée de vie face à votre service ou votre marque. Ouais, c'est un peu frustrant parce qu'on sent qu'on a des clients qui aiment vraiment la marque et le produit. On le voit en salon, les gens reviennent, etc. C'est un peu mercantile, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir autre chose à leur proposer. Et limite, c'est presque eux qui nous disent vous n'avez pas lancé autre chose, vous n'avez pas quelque chose de nouveau. Ça vient aussi des clients, quoi. En gros, j'aime la marque, j'aime bien votre produit. Est-ce que vous n'avez pas autre chose pas dire à nous vendre, mais à nous proposer, quoi. Donc on est dessus. Cool. Écoute, Raphaël, merci infiniment pour ta transparence. C'était très cool. Merci à toi. Bienvenue sur le panier. Merci, c'était mon premier podcast que je te disais. C'est franchement très très bien passé. Merci pour l'accueil. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Raphaël Mille ou Mille, comme le nombre. Et ben voilà, M-I-2-L-E sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur bloon-paris.fr pour voir les fameux Bloon dont on vient de parler depuis 1 heure. Top. Merci Raphaël. Beaucoup, Laurent. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Salut.